Et donc, je demande à Edmond Estour de venir nous présenter la cellio-appendicectomie, indication et intérêt de 3 procédés à propos d'une série exclusive et continue de 1041 cas. C'est bon? Et puis alors pour... D'accord. C'est bon? Bon, vous me corrigez si ça ne marche pas. Estour. Alors. Oui, d'accord. Oui, je vais avancer par là, par ici. D'accord. Pardon. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire, Messieurs les académiciens, le travail que j'ai l'honneur de vous présenter est une étude rétrospective de celluliochirurgie concernant le traitement de l'appendicite par cellio-appendicectomie. Elle envisage l'intérêt et l'indication des 3 procédés. Alors, un petit rappel historique, l'appendice est très fréquemment à cheval sur le... Enfin, il est sous-ombilical, à cheval quelquefois sous le promontoire, parfois franchement pelvien, et il a été vu en célioscopie très rapidement par les célioscopistes, souvent gynécologues. Il faut rappeler que c'est Raoul Palmer en 1943 qui assure l'essor de la celluliochirurgie pelvienne grâce au succès de ces techniques aux États-Unis, en particulier dans la stérilisation. En 1972, Philippe Mouret traite la première occlusion du grêle sur une bride appendiculaire. En 1973, c'est la GU traitée par Hubert Manès, et c'est le début aussi de l'importante école de Clermont-Ferrand avec Maurice-Antoine Brua. Mais alors, un fait peu connu, c'est qu'en 1974, c'est un Nantais, Magret, qui publie la première série de 30 cellio-appendicectomies extra-abdominales dans la thèse de Michel Blanche à Nantes en 1975. Alors que cette première est souvent attribuée à Kurt Sem, qui lui est aussi un chirurgien gynécologue, mais aussi un génial fabricant d'instruments de chirurgie, et qui a montré les premières cellio-appendicectomies intra-abdominales, concurremment avec Philippe Mouret, qui lui travaillait en catimini. 87, c'est la French Revolution, c'est-à-dire c'est l'explosion de la celluliochirurgie derrière les cholécystectomies de Philippe Mouret, soutenues par Jacques Périssat et François Dubois. Cette explosion va intéresser rapidement l'appendicectomie et on voit apparaître une multiplicité de techniques et d'instruments très polymorphes. C'est dans ce contexte qu'en 90, dans Lyon Chirurgical, à propos d'une série, je vous prie de m'excuser, à propos d'une série de 210 cas, nous avons proposé une classification très simplifiée en 3 procédés, intra-abdominaux, extra-abdominaux et mixtes, soutenus par Mouret et par Georges Bégin dans les techniques chirurgicales de l'encyclopédie médico-chirurgicale. Le matériel de l'étude, entre 1960 et 1989, j'ai eu à traiter plusieurs centaines d'appendicectomies par méthode conventionnelle de façon satisfaisante, soit par McBurney, soit encore par mini-laparotomie. Mais à partir de 1989 jusqu'à 2001, j'ai pratiqué la cellio exclusive pour tous les syndromes appendiculaires. Donc c'est une série continue et absolument exclusive. Elle intéresse 1041 patients, il y a une prédominance de femmes, c'est assez classique, l'âge moyen de 23 ans, avec des extrêmes de 3 ans, entre parenthèses 12 kg, et de 103 ans. Ce qui est important de noter, c'est qu'il y a une série de 386 enfants, plus du tiers de la série qui ont de 3 à 13 ans, dont 144 petits-enfants de 3 à 7 ans. Alors, 3 types donc d'appendicectomie, extra-abdominale encore qualifiée d'out, intra-abdominale win et mixte. La cellio extra-abdominale qualifiée d'out, eh bien c'est la magnification par la célioscopie de la classique appendicectomie par mini-laparotomie chère à M. Dubois. Alors dans cette intervention qui est la plus simple, la plus économique, la plus rapide, on a besoin d'un trocar de 5 mm actuellement
pour l'optique au niveau ombilical. Éventuellement, on peut s'aider d'un palpateur de Mintz mis en suspubien sur vessie vide et d'une microlaparotomie, qu'on montre un peu agrandie, dans la fosse iliaque droite. Alors, l'appendice a été repéré par la célioscopie. La microlaparotomie va être réalisée en regard de la base appendiculaire et une pince préhensive saisit l'appendice. Le pneumopéritoine est désinsufflé totalement et l'appendice est doucement extrait de l'abdomen. Il va être traité à la peau de façon tout à fait conventionnelle, avec une hémostase soigneuse du moignon, si possible avec une pince bipolaire, et du vasculaire. Et le moignon va être traité par un point transfixiant, donc qui ne pourra pas glisser, d'un fil lentement résorbable. Puis l'appendice est sectionné, le moignon traité, désinfecté avec éventuellement coagulation d'une muqueuse hypertrophique, coagulation douce. Puis il est réintégré par réinsufflation du pneumopéritoine. Dans le procédé mixte, une partie de l'intervention, et en général il s'agira de l'hémostase du mésoappendiculaire après la libération de l'appendice, une partie de l'intervention est faite à l'intérieur de l'abdomen, le traitement du moignon sera fait à la peau en extra-abdominal. Alors dans ce cas, il est nécessaire d'introduire un deuxième trocar qui, vous le voyez, dans la fosse iliaque gauche. Il va permettre de se servir d'instruments comme le crochet monopolaire de Mouret, comme des ciseaux froids, et surtout d'avoir à disposition l'aspirolaveur, qui est un instrument extrêmement important pour terminer l'opération avec un ventre propre. Alors, l'ACA mixte, une des premières situations, c'est d'importantes adhérences appendiculo-séco-pariétales. Dans le cas qui est présenté, elles sont traitées au ciseau à lame froide. On peut utiliser d'autres procédés. Une fois que l'appendice est libéré, la pince préhensive est introduite par le micro-McBurney. Elle va présenter le mésoappendiculaire qui va être coagulé grâce, si c'est possible, à une pince bipolaire qui donne des résultats très sûrs, très satisfaisants, mais aussi par tout autre moyen. Puis l'appendice libre de son mésovasculaire, après désinsufflation totale du pneumopéritoine, est extrait, est traité de la même façon que dans le procédé à Hout conventionnel par un point transfixiant, préparation du moignon, section de l'appendice, réintégration avec réinsufflation du pneumopéritoine. Alors, là, dans la cellulopendicectomie intra-abdominale, les temps principaux de l'intervention, soit la coagulation du mésoappendice et la suture du moignon appendiculaire, sont faits à l'intérieur de l'abdomen. Nous avons ici l'image de ce qu'on peut qualifier d'appendice de cellule intra-abdominale légère, du fait de la légèreté de ses coups. Donc c'est fait avec des moyens qui sont peu coûteux. C'est un procédé qui est facilement reproductible, qui a donc été très utilisé. On voit le nœud poussé qui va servir à la suture. Au-dessus de ce nœud poussé, on aperçoit une zone grisâtre. C'est en fait une coagulation à la bipolaire du flux appendiculaire qui évitera la section, qu'il y ait écoulement de liquide septique. Alors, dans un certain nombre de cas, cette intervention intra-abdominale devient beaucoup plus lourde, car il peut être nécessaire d'utiliser l'endoagrafeuse. Celle-ci d'abord a un prix qui n'est pas négligeable et n'est pas remboursé, mais elle doit utiliser un trocar de 12 mm, ce qui représente quelques inconvénients dont il faut tenir compte. Quelles sont les indications préférentielles de ces trois procédés? Alors on l'a dit, la Hout, ou appendicectomie cellulguidée, c'est exactement l'appendicectomie par mini-laparotomie, mais optimisée par les possibilités de la cellulchirurgie. Dans notre série, c'est 50% des patients, 512, mais il faut noter que c'est 75% des enfants dans la tranche de 3 à 13 ans, que c'est 90% des enfants de 3 à 7 ans, et même chez les fillettes de cette tranche d'âge, 85,5%. Donc les indications pour nous, ça a été les petits-enfants, les enfants, les adolescents,
tous les sujets minces non obèses avec des appendices relativement souples. Les indications de l'appendicectomie mixte ou cellule assistée de Mouret, c'est la même population que pour l'AOUT. Ce sont des sujets jeunes non obèses, mais chez lesquels on découvre à l'intervention des adhérences périappendiculocécales qui doivent être traitées, comme on l'a vu, ou un mésoappendice gras hypertrophique, lequel risque d'être scalpé et de saigner lors de l'extraction transpariétale. Donc, dans notre série, c'est un tiers exactement des interventions qui sont intéressées par ce procédé. Alors, le problème de l'intra-abdominale est un peu plus complexe. Elle peut être réalisée dans tous les cas, mais doit-elle l'être? Vous verrez que pour moi, la réponse c'est probablement non. Cependant, elle est absolument nécessaire chez les sujets obèses ou à parois très épaisses, en cas d'appendicite évoluée, scléro-hypertrophique, gangréneux ou de typhlite. Mais dans ces cas difficiles, la résection du cône sécal par endographage est très sûre. Malheureusement, son usage est limité par le coût de l'instrument. Les cellulopendicectomies intra-abdominales représentent 182 cas dans la série, soit 17% des patients, mais plus de la moitié a été réalisée par endoagrafage. Alors, le critère de sécurité et de qualité pour un procédé d'appendicectomie, c'est essentiellement un taux le plus bas possible d'abcès secondaires intra-abdominaux post-opératoires. Si l'on regarde les résultats de la série, nous voyons que sur un total en rouge de 1041 patients, nous avons 2 abcès post-opératoires, soit un taux qui est très satisfaisant de 0,19. On le doit essentiellement, je pense, à la qualité de l'hémostase du méso par la pince bipolaire et surtout l'utilisation de l'aspirolaveur, qui est un instrument très important dans cette pathologie infectieuse et qui permet de terminer l'intervention avec un péritoine parfait, tant au Douglas que dans la fosse iliaque, dans la gouttière pariétocolique et la région sous-hépatique. Mais si l'on regarde en détail, la procédure AOUT, par exemple, 512 cas, dans laquelle le moignon est contrôlé à la peau de façon conventionnelle, nous avons 0 abcès. De la même façon, pour la procédure mixte, même chose, contrôle à la peau du moignon de façon conventionnelle, 0 abcès. Et en revanche, pour les 182 procédures intra-abdominales, nous avons les 2 abcès, soit un taux qui n'est pas très mauvais de 1,09%, mais la moitié de ces 182 sont des agrafages qui eux, n'ont donné aucun abcès. Donc le reste, qui est souvent du traitement du méso par un nœud poussé, supporte les 2% d'abcès post-opératoire, ce qui n'est pas un très bon taux. Donc si le moignon peut être traité par voie extra-abdominale ou mixte, c'est plus sûr, 0% d'abcès sur 160. Mais ce n'est pas toujours possible chez les patients gras et dans les appendices très difficiles. Dans notre expérience, chaque fois que c'est possible, il faut privilégier le traitement conventionnel du moignon à la peau, avec un point transfixiant pour éviter le glissement de la suture, des procédés AOUT et mixtes. Il convient de réserver l'intra-abdominal aux parois épaisses, aux obèses et à certaines formes évoluées, lorsque AOUT et mixtes sont impossibles. Mais un bémol, c'est que l'usage de l'endoagrafage est extrêmement sûr et rapide. Malheureusement, il ne peut pas être systématique ni fréquent car il est coûteux et il nécessite l'utilisation d'un trocar de 12 mm dont on sait la iatrogénie. Ceci, c'est les conclusions d'une étude rétrospective dont l'intérêt est simplement le nombre des sujets, le fait qu'elle a été continue et exclusive. Il existe des biais, donc elle a une valeur scientifique tout à fait relative et elle mériterait d'être confortée par des études prospectives randomisées de plus d'importance, mais je pense que c'est difficile à réaliser dans le cadre de l'appendicite aiguë, qui est souvent une intervention d'urgence. Je vous remercie de votre attention. Oui, des questions. Alors, Bernard Lenoir, Philippe Montupet. Je voudrais d'abord féliciter Edmond Estour pour cette belle présentation qu'il a faite comme d'habitude avec une grande perfection.
On retrouve aussi sa perfection technique, qui est très méticuleux, et ça fait bien longtemps que j'ai été convaincu par ses exposés. Il y a beaucoup d'essais randomisés et prospectifs d'appendicectomie. Je crois que l'un des derniers qui a été présenté, c'est dans l'avant-dernier ou dernier numéro d'Annals of Surgery. Et la conclusion de cet essai prospectif et randomisé, c'est qu'il n'y a pas de différence en termes de résultats entre le petit bac burné et puis l'exérèse par célioscopie. Sauf que ça coûte plus cher et qu'il y a donc un bénéfice coût-investissement qui n'est pas probant. Ça, c'est la première chose. Et la troisième chose que je voudrais dire, la deuxième chose, c'est que dans un service hospitalier où on a des gens informés, ça peut être ennuyeux de faire une appendicectomie sous célioscopie. À 2 reprises dans mon service, on a eu une ambiance de catastrophe. Une fois, il s'agissait de la présidente du syndicat des étudiants en médecine, qui était opérée par un vieux chef de clinique pour une appendicectomie. Malheureusement, il y a eu une plaie de l'iliaque. Donc, laparotomie, ça s'est bien passé, mais enfin, l'étudiante en médecine n'était pas très contente. Elle a compris que la chirurgie, c'était pas toujours facile. Elle voulait faire chirurgie, heureusement. Et puis, une autre fois, c'était un garçon de 16 ans, très maigre, 40 kilos. C'était le jour des vœux du service. Et on m'appelle en catastrophe. J'arrive en salle d'op, vieux chef de clinique. L'appendicectomie s'était bien passée, et puis on remet le trocard pour voir si tout allait bien. Et à ce moment-là, l'anesthésiste, qui était une vieille anesthésiste, dit « Oh, il n'est pas très bien ». Et comme c'était une vieille anesthésiste qui avait l'habitude, notamment des greffes hépatiques, tout de suite, on n'a pas hésité, enfin le chef n'a pas hésité, et il a fait une laparotomie, et effectivement, il était rentré dans l'aorte. Alors, comme c'était un vieux chef qui savait très bien se débrouiller, il a pris la lame malléable. Je dis ça parce que c'est une histoire de chasse peut-être, mais la lame malléable contre la colonne vertébrale, je vous assure que ça marche très bien. Ça fait une hémostase parfaite. Et à ce moment-là, je suis arrivé, j'ai vu l'aorte, et il y avait un superbe volet sur la face antérieure de l'aorte. Avec ce volet faisait 15 mm sur 5. Bon, ça a été assez facile à réparer, mais... et pourquoi il y a eu ça? C'est parce qu'il n'y avait plus de pneumopéritoine au moment où on a remis le trocard. Il n'y avait plus de pneumopéritoine, la valise était partie, a priori ça ne posait pas de problème. Et on va demander à mon ami Jacques Barbier, il va parler de beaucoup de choses comme ça qu'il a dû voir en expertise. Ça c'est... Et je me rappelle aussi d'autres histoires un peu à travers la France. Donc je crois que c'est un point qui est important. Monsieur Launois, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je pense que ce dont vous parlez sont des accidents d'introduction du trocard. Même par des gens qui ont une certaine expérience. Mais dans le cas en question, il y a des règles tout à fait strictes pour s'occuper d'un trocard. Il faut que l'anesthésie soit parfaite et que le pneumopéritoine soit très efficace, c'est-à-dire qu'il éloigne largement la paroi abdominale du plan des viscères postérieurs et en particulier de l'iliaque et de l'aorte. Alors ceci, c'est un problème. Je pense qu'effectivement, ça expose à plus d'accidents, peut-être que le McBurney. Cependant, il y a quand même avec le McBurney la découverte d'appendices sous-hépatiques ou d'appendices du côté opposé. Dans les péritonites, il y a quand même le gros problème du fait que la majorité des péritonites sont traités en urgence par des laparotomies médianes para-ombilicales qui sont responsables souvent de séquelles de brides, de stérilité tubaire,
d'ennuis secondaires qui vont empêcher la pratique d'interventions courantes comme la cholécystectomie, la cure des hernies ou d'autres interventions coliques qui sont maintenant de plus en plus souvent par célioscopie. Conclusion, je suis d'accord avec vous, ce qui est très important, c'est de respecter strictement les règles bien connues de la création du pneumopéritoine et de l'introduction des trocars. Et si l'on respecte ces règles, sauf phénomène difficile à saisir, il est exceptionnel qu'il y ait des accidents. Il y a de très grandes séries de plusieurs milliers de cas, faits par des gens très attentifs, non pressés, sans aucun accident, ce qui ne veut rien dire d'ailleurs. Alors, Philippe Montubet. Tout d'abord, je voudrais remercier Edmond Estour pour la clarté de la présentation, de l'analyse différentielle de ces différentes techniques de célio-appendicectomie. J'ai noté qu'il y a 37,6% de ces patients qui sont des enfants. C'est pourquoi, bien sûr, la chirurgie pédiatrique se doit d'intervenir, en rappelant également que l'Académie de chirurgie avait consacré à l'appendicectomie une séance en 2012 et que cette séance a donné lieu à un communiqué de presse que chacun a donc pu lire, qui faisait bien le point sur la part de l'indication de la célioscopie dans l'appendicectomie. Alors, je ferai 3 petits commentaires dont les 2 derniers appelleront mes questions. Le commentaire concernant la publication de sur la célio-appendicectomie a donc été lu par l'orateur et je voudrais savoir ce qu'il en a retenu. Et les 2 autres commentaires sont le premier. En 1998 a été présenté, en particulier par moi et par d'autres, en tout cas présenté d'abord par Jeff Valla de Nice, la technique One Port dans l'appendicectomie. Cette technique One Port a évolué puisqu'aujourd'hui on est à Single Port, c'est-à-dire au lieu d'avoir une optique décalée pour le traitement du méso et l'extériorisation de l'appendice, on peut passer par un trocar approprié souple et introduire optique et instrument. Donc, question sur ce que pense l'orateur de cette technique qui est en vogue, non seulement chez l'adulte, mais aussi un peu en milieu de chirurgie pédiatrique. Et puis la deuxième question, faisant suite à la présentation par François Varlet, dont il était clair dans le communiqué de presse produit sous le signe de l'Académie, que la célio-appendicectomie est recommandable chez l'enfant, la question est de savoir pourquoi, dans les nombreuses études que l'orateur a publiées dans son journal et ayant reçu de nombreuses statistiques à Valence, il y a encore une minorité des services de chirurgie pédiatrique, en particulier universitaires, qui pratiquent la célio-appendicectomie. Merci des réponses. Merci pour ces questions. Donc, à la première question, le traitement de l'appendicectomie par monotrocar, eh bien, c'est quelque chose qui est très ancien, puisque, en particulier en chirurgie pédiatrique, les distances sont relativement courtes entre l'ombilic et la région appendiculaire, et que beaucoup de chirurgiens ont pratiqué cette technique, dont Valla, dont Georges Bégin, qui consiste à repérer l'appendice, le saisir avec une pince, l'extraire par le nombril et le traiter de façon conventionnelle à la peau par le nombril. Est-ce que c'est un progrès, le système des monopores par rapport à l'optique en baïonnette? Je ne peux pas le dire, mais ce qu'il y a de certain, c'est que les cellio-appendicectomies sont beaucoup plus faciles chez les enfants petits. Le plus jeune faisait 12 kg, là 3 ans 12 kg, du fait de la souplesse de l'appendice et de la proximité du séco-appendice qui est souvent mobilisable par rapport à l'ombilic. Et certains ont développé cette technique chez l'adulte. Je parle de Georges Bégin, qui pratiquait toutes les appendicectomies, pas forcément sans inconvénient quelquefois, par un seul orifice, un orifice ombilical. La deuxième question, c'était... La statistique de pratique de la cellio-appendicectomie. Ah oui. C'est ça. Donc, je sais que depuis longtemps, on voit les pédiatres à Valence, avec Valla, Reinberg, Montupet et bien d'autres, etc. Et qu'il y a une série de chirurgiens pédiatriques qui ont commencé la célioscopie
vers les années 90 et qui ne l'abandonnerait en aucun cas, puisque Vala avait écrit, je crois, faut-il les BM pour montrer que la cellulopendicectomie est préférable à l'appendicectomie par McBurney chez l'enfant. Et puis d'autres écoles, puis n'ayant pas mis le pied, n'étant pas tombé dans le chaudron, comme disait Daniel Dargent, de la cellulochirurgie, ont continué à utiliser l'enseignement traditionnel, la méthode traditionnelle, dont les différences ne sont pas sûrement très très notables, mais il y a quand même la possibilité, une certaine supériorité indiscutable de la cellulochirurgie en ce qui concerne l'exploration de l'abdomen, en ce qui concerne les appendicectopiques et surtout en ce qui concerne le traitement des péritonites appendiculaires, où la différence est considérable quant à la qualité et quant aux séquelles. Merci. Alors, Jacques Barbier et puis Philippe Breil et... Oui, je vais répondre à Bernard Launois. Depuis 10 ans, je suis parti d'une commission régionale d'indemnisation des accidents médicaux et on voit quand même des accidents et qui s'accélèrent. Le nombre augmente depuis 5-6 ans où il y a beaucoup de celluloscopie. Alors, 2 accidents en 5 ans sur le plan vasculaire. Une iliaque, une arme. Oui. Tous les 2 ont été tirés d'affaire, heureusement. Et puis 3 cas de syndrome du 5e jour, parce qu'on n'en parle plus de ce syndrome du 5e jour, qui existe quand même, qui est traité d'abord pendant quelques jours par antibiothérapie, puis après repris sous celluloscopie, et qui est enfin pris par voie, c'est-à-dire par ouverture, quand il y a une défaillance polyviscérale. Ces 3 accidents ont donné 2 morts chez des jeunes de moins de 15 ans et a fait d'une fille de 17 ans une laitue. Passez-moi l'expression, elle a fait le grand syndrome polyviscéral et elle est sous perfusion et sous trachéotomie pour combien de temps? Alors je crois que ça demande... Ça mérite réflexion, je suis bien d'accord avec vous. Je pense que comme toute chirurgie, c'est une chirurgie qui est essentielle, qui est beaucoup opérateur dépendant et que malheureusement beaucoup de gens se sont lancés dans cette discipline sans avoir une formation suffisante, c'est-à-dire que pendant la learning curve, la période d'apprentissage, il faut travailler à 2 avec un senior. Et que se lancer sans avoir l'accompagnement d'un senior ou sans avoir l'expérience, c'est certainement très imprudent. Alors Philippe Breil, puis 2 lettres. Juste, Philippe Montupé m'a coupé un peu l'herbe sur le pied et je voulais rappeler la technique dont Georges Bégin avait fait la promotion et qui était la première technique one port de réalisation d'une appendicectomie en utilisant un trocar avec un canal opérateur. Et ça m'a permis personnellement de faire plusieurs, je ne sais pas compter, je n'ai pas eu la persévérance d'Edmond Estour, de faire des appendicectomies avec un seul orifice ombilical, ce qui a un avantage cosmétique majeur et en toute sécurité puisque je n'ai jamais eu à déplorer d'abcès. Je voudrais répondre à M. Launois concernant le risque de la celluliochirurgie. Effectivement, la celluliochirurgie, j'ai fait partie des promoteurs, grâce à François Dubois, de cette technique. C'est la seule technique chirurgicale qui permet de tuer un malade avant d'avoir commencé l'opération. Et c'est ce qui fait sa particularité et c'est la raison pour laquelle c'est très important. Et effectivement, en tant qu'expert, comme Barbier, j'ai eu à déplorer, de constater dans différentes affaires, et notamment il y a 2 ans, 3 dossiers consécutifs de plaies de l'aorte ou de plaies de l'iliaque qui se sont terminés par un décès. Nous avons fait avec la Fédération de chirurgie viscérale et digestive, qui s'occupe de l'accréditation des chirurgiens digestifs, une journée nationale concernant la création du pneumopéritoine, pour laquelle a été publié, sous l'égide de la Haute Autorité de Santé, des recommandations. Nous avons constaté à cette époque car nous ne comprenions pas pourquoi certains chirurgiens continuaient encore à faire de la laparoscopie fermée, alors que cette laparoscopie fermée est manifestement la seule pourvoyeuse de plaies vasculaires, en raison d'erreurs techniques, en raison d'erreurs d'anesthésie, en raison de conformations anatomiques particulières des patients, alors que la laparoscopie ouverte, même si certains ont réussi à faire des plaies vasculaires en laparoscopie ouverte, la laparoscopie ouverte donne 1 pour 10 000 accidents, alors que la laparoscopie fermée, 4 pour...
je ne sais plus les chiffres. Enfin, c'est 100 fois plus. Bon. Et malheureusement, et Amel Berti, qui est spécialiste de prévention du risque, nous l'a indiqué, le risque de plaie vasculaire fait partie du risque faible. On est entre 10 puissance moins 6 et 10 puissance moins 7. Il est totalement impossible de démontrer par une étude multicentrique qu'il y a une différence entre une laparoscopie ouverte et une laparoscopie fermée sur le plan de l'évidence base médecine. Mais sur le plan de la pratique, tous les chirurgiens qui pratiquent de la laparoscopie vous diront qu'en faisant une laparoscopie ouverte, on n'a aucun risque de faire une plaie de l'iliaque, on n'a aucun risque de faire une plaie de l'aorte. Le seul risque à ce moment-là vient des trocars secondaires. Et ces trocars secondaires, l'expérience doit éviter de faire des plaies vasculaires avec les trocars secondaires. Dernière question et puis réponse rapide de Lettres. Oui, moi j'ai l'impression d'assister à un combat d'arrière-garde. Il est évident que la célioscopie est un avantage considérable dans l'exploration des syndromes douloureux de la fosse iliaque droite. Ça a été démontré depuis longtemps. Bon. Le problème des accidents qui ont été cités et qui existent, c'est en effet que l'open laparoscopie met normalement à l'abri de ce type d'accident. Donc ça, je crois qu'il faut être extrêmement strict et qu'il faut aussi enseigner nos élèves dans cette voie. En revanche, je voudrais poser une question à Edmond Estour concernant le traitement des moignons. L'intérêt de la célioscopie, à mes yeux, c'est de rester intrapéritonéal sans avoir d'accès à la paroi pour éviter toute contamination pariétale. Bon, ceci est tout à fait important dans le cas des péritonites, puisqu'on peut laver et ensuite traiter l'appendice. Et dans l'appendicectomie, je pense que mettre le moignon à la peau, comme tu l'as proposé, comporte probablement un petit risque d'abcès de paroi qu'il n'y a pas dans la technique complètement intrapéritonéale. Mais peut-être peux-tu m'éclairer sur ce sujet. Voilà. Alors, je vais répondre au dernier point. Donc, on a commencé à pratiquer l'extraction systématique transpariétale dans la fosse iliaque musculaire avec Philippe Mouret lorsqu'on a eu fait 500 appendices par cette voie sans problème. Il s'avère que la zone est peu dangereuse si l'on pratique si l'on fait la toilette nécessaire. Toilette qui peut être faite soit de dehors en dedans, à la bétadine, mais qui peut être faite si l'on utilise l'aspirolaveur de façon très efficace de dedans en dehors. Et c'est uniquement après avoir fait 16 appendices avec extraction directe sans trocard dans la fosse iliaque droite musculaire que l'on a continué cette technique. On n'a jamais eu d'inconvénient, si ce n'est des minor oozing, de tout petits écoulements très passagers. En revanche, il y a des zones où l'extraction peut être dangereuse. C'est dans le triangle sous-ombilical, où de temps en temps on passe à travers la graisse vésicale, où on a vu des suppurations très importantes. Mais dans la fosse iliaque droite musculaire, en travaillant proprement, en faisant une toilette correcte, soit de dedans en dehors, soit de dehors en dedans, on n'a pas eu de complications de cet ordre-là. Bien, merci beaucoup pour ces nombreuses questions, et on tient l'horaire, ce qui est encore le mieux. Et merci à Edmond Estour de ce sujet qui fait toujours beaucoup discuter. Et on va passer à la dernière communication après un petit break de 2 minutes pour des raisons purement techniques. Et ça sera Mithridate Davarpana qui va nous parler de la mise en place d'implants au contact d'un tissu autre qu'osseux. L'intégration minérale esquisse une possible évolution de paradigme en implantologie.